Eh bien coucou tout le monde et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Alors un petit peu sur le tard, on va faire le bilan du Pumpkin Autumn Challenge 2022 que j'ai terminé, mais que j'ai terminé cette fois-ci en rajoutant autre chose que des lectures puisque j'avais déjà prévu une pile à lire mais aussi une pile à regarder et à jouer, et j'avoue que j'ai un petit peu utilisé les deux puisque comme je l'ai mentionné dans mes autres vidéos, j'ai eu quelques pannes de lecture, j'ai beaucoup ralenti, mais je l'ai quand même terminé, voilà, en réussissant à caser des petites choses à droite à gauche. Et donc, vous allez avoir un petit peu de tout. Alors, vous inquiétez pas, il y a quand même pas mal de livres, voilà. Mais donc, ne vous étonnez pas si au milieu, vous avez un jeu, un film, quelque chose qui m'a permis de combler les trous, voilà. Eh bien, écoutez, sur ce, on commence tout de suite. On va commencer avec le premier menu qui était Automne frissonnant, et avec la première sous-catégorie qui était Ghost Hunt, où il fallait trouver un livre ou quelque chose qui traite d'exorcisme, de chasseurs de fantômes, possession et enquête. Et donc j'ai choisi de mettre un film que j'ai revu mais que je n'avais pas vu depuis longtemps. Il s'agit de Sleepy Hollow. Qui est un film de Tim Burton que j'adorais, que j'avais vu il y a des années et qu'en fait je n'avais pas revu depuis longtemps. Donc du coup je ne me rappelais pas forcément complètement de l'histoire, donc ça m'a fait plaisir de le revoir. Et puis j'avoue que de le voir pendant l'ambiance automnale, franchement c'était vraiment super, voilà, vraiment dans l'ambiance, ça m'a beaucoup fait plaisir de revoir ce film, d'autant plus que j'avais lu le livre de Washington Irving peu de temps avant. Voilà, donc du coup, ça m'a permis de revoir un petit peu les différences avec l'histoire d'origine qui en fait n'a de point commun que les grandes lignes. Et le film en lui-même, effectivement, a des grosses différences. Je trouve que les deux se complètent bien. J'avais beaucoup aimé l'histoire en elle-même, le livre, que j'avais trouvé au final plutôt humoristique, alors que je m'y attendais pas du tout. Et j'avais trouvé l'histoire somme toute sympathique, d'autant plus qu'elle est très courte. Donc effectivement, même s'il y a des différences. Et le fait est que le film, je trouve, développe beaucoup mieux l'histoire. Globalement je préfère le film, voilà, même si le livre était très sympa, donc ça c'était rien à dire là-dessus, mais le film a un côté aussi humoristique mais beaucoup plus macabre, sombre. Bon, après c'est du Tim Burton, donc forcément il y a une ambiance morbide, la musique aussi qui accompagne, qui était très très bonne, et puis bien entendu avec Johnny Depp, donc bon, pas grand chose à dire là-dessus, mais on retrouve quand même les grandes lignes. Alors, je ne vais pas forcément revenir sur l'histoire, surtout que je vous en ai déjà parlé avec le livre en tant que tel. Je suis sûre que le film, vous êtes plein à l'avoir vu. Et si ce n'est pas le cas, écoutez, sincèrement, pour l'ambiance automnale, faut pas hésiter. Ou j'ai envie de dire, au printemps, sincèrement, il pleut quand même assez souvent. Il y a, en ce moment d'ailleurs, il pleut ici aussi. Donc au final, je trouve que ça colle très bien à une ambiance pluvieuse, de changement de temps, de changement de température, puisqu'au final, d'une certaine façon, le printemps et l'automne se ressemblent quand même pendant un certain temps. Pas sur la fin, mais pendant un certain temps, ils se ressemblent. Et si vous avez vu le film, mais que vous êtes curieux de l'histoire d'origine, gardez bien en tête que ça ne se ressemble pas exactement, loin de là, mais que ça reste quand même une très bonne histoire à lire. Ça prend peut-être 1 heure, donc voilà, donc ça va plutôt vite. Alors pour la seconde sous-catégorie, il s'agissait du Portrait du mal, avec une couverture affiche sur laquelle un visage sinistre est dessiné. Et donc pour cette catégorie, j'avais choisi Les meurtres de Molly Southbourne de Tadé Thompson, qui a été un de mes coups de cœur de 2022, une histoire que j'ai adorée. Pareil, je ne reviens pas dessus, je vous mettrai le lien vers la vidéo sur laquelle je reviens beaucoup dessus, puisque j'en ai parlé pas mal dans un de mes vlogs pendant que je le lisais, et je suis revenue dessus aussi sur mon top flop 2022, voilà. Donc une histoire de science-fiction horrifique. Donc pour moi déjà c'était, bien entendu on ne sait jamais d'avance, mais pour moi c'était quand même assez gagné dès le début, puisque ce sont deux genres que j'affectionne particulièrement, et qui contenaient beaucoup de choses que j'adorais, puisque en dehors du mystère, en dehors de l'hémoglobine, bien entendu, la couverture l'annonce d'office, beaucoup de rouge, beaucoup de sang, mais surtout, il y a une raison d'être à ça. Ça n'est pas gratuit, ça n'est pas juste, il n'y a pas du gore gratuit ou ce genre de choses. C'est vraiment, c'est un rapport très très fort avec l'histoire, et chaque goutte de sang versée approfondit le mystère, en même temps qu'il nous donne des explications, des justifications sur la vie de Molly Southbourne, son passé, sa condition, je ne sais pas si on dit ça en français, mais c'est-à-dire ses problèmes de santé, puisqu'elle a des problèmes de santé, on va appeler ça comme ça, mais disons que le mystère tourne autour de ça et qui est lié au sang qu'elle verse.
Voilà, donc je ne m'étendrai pas plus là-dessus, mais j'ai trouvé ce livre absolument excellent, je l'ai adoré. Et sincèrement, j'ai hâte de lire les suites. Je vais m'y mettre incessamment sous peu d'ailleurs, je pense, parce que je pense que la saga est terminée en anglais, donc bah, on va y aller, on va se faire plaisir. Hein, voilà. Troisième sous-catégorie, il s'agissait des Sakuma Drops au milieu des Lucioles, pour lequel il fallait quelque chose d'historique, drame, biographie, mémoire, frères et sœurs. Et pour celui-là, j'ai choisi La part des flammes de Gaël Nohan, que je voulais lire depuis un moment, et qui revient en fait sur l'incendie du bazar de la Charité. Donc c'est une histoire vraie. Pendant la diffusion d'un des premiers films vidéo devant un public, en fait, ça a été fait pendant le bazar de la Charité, qui était un bazar qui se passait à Paris, je ne sais plus dans quel quartier, je ne sais plus si c'était du côté des Innocents ou bref, passons. Effectivement, c'était un bazar qui était sous tente où il y avait, comme son nom l'indique, hein, où les bourgeoises allaient faire des ventes de charité, justement, donc pour de l'argent qui irait aux pauvres ou qui irait les nourrir, à ce type de choses. Et où, en fait, sous couvert de charité, c'était surtout la bonne société de l'époque qui voulait se montrer. C'est-à-dire que les femmes, bien entendu, qui ne travaillaient pas, c'était leur façon de montrer qu'elles faisaient du bien pour la société. Donc certaines le faisaient très sincèrement parce que c'était vraiment ce qu'elles voulaient faire, et d'autres en fait c'était plus pour être dans les bonnes grâces de certaines familles, de certaines personnes qui avaient une renommée dans la ville. Et donc effectivement c'était le bazar de la Charité regroupait énormément de monde. C'était un endroit où beaucoup de personnes allaient, que ce soit les riches, les pauvres, pour toutes sortes de raisons différentes, voilà, que ce soit pour obtenir ou pour donner de l'argent, des faveurs, des services et tout ce type de choses. Et en fait, le problème, c'est que lors de la diffusion de ce film, il y a eu une mauvaise manipulation, tout est expliqué dans le livre, hein. Même si ce ne sont que des spéculations, puisqu'en fait, tout a brûlé, donc effectivement, on ne sait pas bien exactement ce qui s'est passé, mais il y a eu une mauvaise manipulation, une erreur, et à l'époque, ces choses-là étaient faites de matériaux très inflammables, d'autant plus que la lampe elle-même qui était utilisée était à base d'éther, donc du moment que ça a commencé à flamber, ça s'est étendu à une rapidité monstrueuse. Il y a eu un nombre incalculable de victimes. On peut trouver des photos sur internet de ce qu'il en reste, forcément pas pendant, mais de ce qu'il en reste, et beaucoup de personnes ont perdu la vie dans ce bazar. Je pensais effectivement que j'allais découvrir en fait cet incendie à la fin, après avoir découvert les personnages, mais en fait non, on découvre les personnages en début d'histoire bien sûr, mais l'incendie revient très vite, et en fait on va surtout avoir les conséquences de cet incendie. Beaucoup de personnages sont fictifs, mais ils ont été basés sur des biographies, sur des personnages qui existaient vraiment, et sur des problèmes de société, des phénomènes de société qui se passaient à l'époque, et donc qui ont été retranscrits à travers des personnages fictionnels. Excusez-moi, j'ai trouvé ce roman absolument passionnant. Vous savez que j'ai aussi une affection particulière pour le 19e siècle, pour tout ce qui est invention, cinéma, photographie, etc. Et on découvre justement un pan de l'histoire qui est non seulement lié à la technologie, mais aussi à la société et à la façon dont c'était exposé, à la façon dont c'était utilisé et au regard des gens dessus, effectivement. Donc j'ai adoré, c'était super bien écrit, je l'ai dévoré. Celui-là, je l'ai lu en décembre, il me semble, pendant que j'étais dans les Pyrénées. Et justement, j'étais très contente aussi d'avoir lu ce livre, parce que... Pourquoi je ne l'ai pas mis dans mon top 2022 ? Ah, peut-être parce que je l'ai fini en janvier. Ça doit être pour ça. Parce que je me disais, j'aurais dû le mettre en fait. Ça a été un gros coup de cœur. Je l'ai absolument adoré, et il est arrivé justement à un moment où j'en avais marre de mes lectures. Je lisais des lectures en fait pour lesquelles je n'étais absolument pas dans l'humeur. Et à cette période-là, donc j'ai lu Tituba, Sorcière, et j'ai lu celui-ci qui m'ont relancé. Alors pas aussi vite que je voudrais, je lis toujours pas très vite, mais ça m'a remis en fait dans le plaisir de la lecture. Voilà, quelque chose qui est très important. Donc très sincèrement, très bon livre si on aime tout ce qui est historique, si on aime... C'est une histoire qui tourne beaucoup autour des femmes, hein, mais qui décrit les phénomènes de société, aussi le féminisme de l'époque, enfin ce type de choses. Sincèrement, personnellement, j'ai adoré. Voilà.
Alors on va passer au deuxième menu, comme d'habitude j'ai la liste sous les yeux parce que sinon je ne me rappelle pas, qui était l'automne de l'étrange. Alors comme première sous-catégorie, on a les mystérieux habitants de Pottsfield pour lesquels il fallait automne, Halloween et Samhain. Alors pour celui-là j'ai mis un jeu vidéo. J'ai mis Life is Strange. On joue le rôle d'un personnage principal et encore une fois, on doit découvrir le mystère avec elle. Et pourquoi j'ai mis dans cette catégorie? Parce que l'histoire se passe en octobre et novembre. Donc c'est à une période automnale, voilà. Puisqu'on se retrouve aux États-Unis, dans l'Oregon, si je me rappelle bien. Et effectivement, on a donc tous ces paysages d'automne, tous ces... Alors, il me semble que j'ai déjà cité ce jeu, mais... pour revenir rapidement dessus, c'est un jeu dans lequel le personnage principal découvre dès les premières minutes qu'il va y avoir une tempête apocalyptique qui va dévaster en tout cas toute la zone où elle vit, peut-être même plus, et elle ne comprend pas d'où vient cette tempête et surtout, tout d'un coup, elle va se retrouver de nouveau en salle de classe avant la tempête et elle va découvrir que elle a le pouvoir en fait de remonter le temps. Sauf qu'elle ne peut remonter le temps que sur de courtes périodes et ses décisions vont changer l'histoire, donc gros intérêt pour le joueur là-dessus. Sauf que les conséquences peuvent être bonnes ou mauvaises en faisant le même choix. Ça peut être très difficile parce que parfois, en voulant faire quelque chose de bien, en voulant changer, on se rend compte qu'en fait, on a complètement foutu en l'air d'autres choses. C'est quelque chose de logique, hein, c'est un petit peu l'effet papillon, c'est-à-dire que en pensant faire quelque chose de bien, en voulant sauver des gens, en voulant en fait faire quelque chose de positif, ça peut avoir d'autres conséquences auxquelles on ne s'attendait pas et qui, elles, par contre, ne seront pas récupérables, puisqu'effectivement, on ne peut pas remonter le temps sans arrêt, et puis ce n'est que sur de courtes périodes, donc parfois on se rend compte des conséquences de ce qu'on a fait que bien plus tard. Voilà. Donc c'était un jeu absolument passionnant, ça faisait longtemps que je n'avais pas joué à des jeux vidéo, ça m'a fait beaucoup de bien. Et l'histoire est très très prenante. En plus de l'histoire prenante, les graphismes sont très beaux. Et c'est une histoire pleine de mystères, pleine de... Bon, c'est un petit peu de la science-fiction, mais très ancrée dans la réalité, en dehors de cette histoire de voyage dans le temps. Et en même temps, qu'il y a quelque chose d'effrayant, qu'il y a quelque chose un minimum horrifique, hein, par rapport à certaines situations, bien entendu, que je ne vais pas détailler ici. Et étrangement, en même temps, quelque chose de très reposant, de très relaxant. Il y a des cinématiques pendant le jeu où on ne fait en fait qu'apprécier le paysage, qu'apprécier le décor avec le personnage. Il y a un côté contemplatif qui est très relaxant, mais qui n'enlève pas le côté très accrocheur en fait du mystère et de l'histoire. Voilà. Donc je pense que c'est un jeu qu'on peut facilement conseiller même à des gens qui ne sont pas forcément dans ces types d'histoires fantastiques ou ce genre de choses. Les personnages sont très attachants, leurs histoires sont vraiment super intéressantes, tous, même les personnages secondaires, les personnages qu'on découvre un petit peu à côté, c'est vraiment super intéressant, j'ai absolument adoré ce jeu. Voilà. Ensuite, on a la cueillette des champignons avec forêt, récolte, poison, petit peuple. Là, je vais vite passer dessus parce que j'ai revu un film que j'ai déjà vu beaucoup. Il s'agit du Seigneur des Anneaux. Alors, le Seigneur des Anneaux, bien entendu, la trilogie complète et la version longue, j'allais dire étendue, ça fait bizarre en français, mais donc la version longue, voilà, c'est un film que je revois régulièrement, ces dernières années un peu moins. Quand je dis un peu moins, ça veut dire peut-être 2-3 fois par an. Voilà, ça reste une moyenne quand même. Et quand je l'ai vu cet automne, en fait, ça faisait bien peut-être 8-9 mois que je ne l'avais pas vu. Donc pour moi, ça faisait une éternité. Donc voilà, il fallait que je me replonge dedans avec plaisir. Pourquoi j'ai mis là-dedans? Parce qu'il y a des nains, il y a des hobbits. Voilà, ce sont des petits peuples. Donc je considère que ça fonctionne. Alors à côté de ça, bon, je ne vais certainement pas raconter l'histoire, hein, parce que non seulement j'en ai parlé 36 fois, mais tout le monde connaît, et puis si vous ne connaissez pas, va falloir vous y mettre, hein, parce que c'est pas possible, c'est un classique. Faut s'y mettre en film ou en bouquin, ou les deux, voilà. Mais c'est un film que j'ai vu, je ne sais pas combien de fois, mais ça se compte en trois chiffres. Hein. Voilà. Donc, et pourtant, c'est un film dont je ne me lasse absolument pas, que je revois avec plaisir, malgré le fait que je connaisse les dialogues par cœur. Les émotions sont toujours les mêmes. Ce film est juste magique. Voilà, je n'ai rien d'autre à dire là-dessus.
La sous-catégorie suivante, alors il s'agissait de In the Dark, I Hear a Call, où il fallait dark fantasy, ambivalence, quête, duplicité, pouvoir, obscurité, lumière, destinée, loyauté, mauvaise influence. C'était très long. Et pour celui-là, j'ai mis L'étrange vie de Nobody Owens de Neil Gaiman, que j'ai beaucoup aimé aussi. Je l'ai beaucoup aimé, alors ça n'a pas été un coup de cœur, mais je l'ai quand même beaucoup apprécié. C'est l'histoire de Nobody Owens. Donc on découvre dès le début de l'histoire en fait dans sa maison alors que c'est un petit bébé, enfin je dirais plutôt un bambin parce qu'il pouvait marcher et qui par chance en fait avait tendance à grimper un petit peu partout et qui va s'échapper de son berceau alors que sa famille se fait assassiner par un personnage dont on ne sait pas grand chose et qui va sortir de la maison et aller se réfugier dans un cimetière à proximité et qui va être adopté, qui va être pris sous l'aile d'une famille de fantômes, un couple en fait qui n'a pas eu d'enfant et qui vont décider en fait de sauver ce petit garçon en lui donnant les pouvoirs que le cimetière confère, c'est-à-dire déjà de ne pas être visible par les autres humains, à moins de le vouloir, et qui va donc grandir là-dedans, à l'extérieur de la société humaine, mais qui, en grandissant, bien entendu, va commencer à se poser des questions, à vouloir essayer de comprendre les choses, puisqu'il voit quand même les visiteurs dans les cimetières, et parfois interagir avec eux, puisqu'il peut quand même, en tant qu'humain, apparaître par moments. Et donc on a en parallèle son histoire de découverte de la société humaine, en même temps que l'histoire des habitants du cimetière. Puisque le cimetière est habité, bien entendu, de fantômes. Chaque fantôme a son histoire. Certains fantômes sont très très anciens, d'autres plus récents. Et puis il y a aussi des créatures de la nuit. Voilà, il y a des ghouls, il y a un petit peu de tout et n'importe quoi. Et on va découvrir tous ces personnages au travers du parcours de Nobody Owens. Voilà. J'ai trouvé ce livre extrêmement sympathique, j'ai trouvé très agréable à lire, ses aventures, ses découvertes. Pas mal d'humour, beaucoup de situations assez cocasses aussi, voilà. Et sincèrement, voilà, j'ai beaucoup apprécié ce livre. À côté de ça, je crois que le côté un petit peu enfantin et jeunesse fait peut-être que ça n'a pas été un coup de cœur. Peut-être, je ne sais pas. Mais pour moi, c'est une très très bonne lecture. Voilà, si je devais noter sur 10, je lui mettrais 8. Ou 4 étoiles sur 5. Voilà, on va faire une petite moyenne, voilà. Donc c'est mon deuxième livre de cet auteur, il faudrait que j'en lise plus parce que pour l'instant ce sont de très bonnes surprises et en même temps ce sont des livres très très différents les uns des autres. Qu'est-ce que j'avais lu de lui? Neverwhere. Oui, Neverwhere, que j'avais beaucoup beaucoup aimé. Et je sais qu'il en a écrit d'autres que j'ai dans ma palle, dont Stardust. Il y a aussi ces bandes dessinées Sandman qui... Excusez-moi, il pleut, mais j'ai la gorge sèche. Ça faisait longtemps. Voilà, donc il faut absolument que j'en lise plus de cet auteur parce qu'il y a quand même pas mal de choses bien sympatoches et qui correspondent pas mal aux lectures que j'aime bien faire. Donc pourquoi pas. Voilà. Sous-catégorie suivante. Soit vent, rêve, cendre et néant, soit nuit, noire, âme et souhait, où il fallait quelque chose autour de contes gothiques, macabres, sorcières, sauvages, sauvetage et disparition. Et donc là, j'ai choisi le livre de Maryse Condé, Moi, Tituba, sorcière. Alors là encore, un livre que j'ai adoré et dont j'ai parlé dans mon top flop de 2022, parmi mes excellentes lectures 2022. Une histoire très très intéressante, bien qu'elle soit à 95% romancée, puisqu'elle revient sur l'histoire de Tituba, la première personne à avoir été dénoncée pendant l'affaire des sorcières de Salem, qui s'est passée au XVIIIe siècle dans l'état du Massachusetts. Et effectivement, en tant qu'esclave noire, c'était facile de la condamner. Bien entendu, en plus une femme, et puis avec leurs croyances, leur religion, effectivement, qui était différente de celle des chrétiens de cette époque-là. Donc forcément, voilà, on ne sait rien d'elle, à part son nom dans un registre. Mais l'autrice, grâce à ses recherches, a imaginé pas seulement un personnage fictif, mais surtout une vie en fait qu'elle aurait très bien pu avoir, puisque c'était une vie commune pour les personnes de cette époque-là, pour les personnes de la Barbade, puisque c'est de là qu'elle venait, et qui ensuite sont venues aux États-Unis en tant qu'esclaves, dans des familles occidentales, mais en particulier elle qui s'est retrouvée dans une famille de pasteurs. Donc c'était quand même une situation un peu particulière. Elle a essayé de se rapprocher au maximum
de quelque chose qui, bien que non réellement biographique à cause du manque d'informations, mais nous permet quand même d'imaginer parfaitement que ça aurait pu être sa vie ou celle de n'importe quelle autre personne dans cette condition-là, avec bien entendu le point particulier qu'elle a fait partie de cette affaire de sorcière de Salem qui jusqu'à aujourd'hui est quand même quelque chose qui est très connu et qui est un symbole malheureusement du phénomène de foule et pas d'hallucination collective, mais vous savez, parfois la foule et les rumeurs qui malheureusement grossissent avec des personnes qui juste veulent se venger pour des histoires de famille, des histoires de terre, des choses comme ça, et qui en fait, sans se rendre compte, à partir d'un petit mensonge, va commencer à faire un effet boule de neige dont on ne peut plus sortir parce que on ne veut plus, à un certain stade, dire la vérité. Ça atteint des proportions telles que ce serait encore plus honteux justement de dire réellement ce qui était à la base et dont les conséquences sont absolument catastrophiques et qui, bien que l'histoire ne soit pas la même du tout, mais ça me fait un petit peu penser à Mangez-le si vous voulez de Jean Telet, qui était une histoire aussi par rapport au phénomène de foule, au phénomène de masse qui s'est passé en France, qui est une histoire vraie, elle par contre, et qui a été complètement documentée et où on nous raconte l'histoire d'un homme en fait qui a été mangé dans une petite communauté villageoise en France à l'époque où on était en guerre contre la Prusse et où effectivement la famine commençait à pointer son nez, où les gens avaient peur de l'envahisseur et où en fait pendant un marché où il y avait beaucoup de monde, en fait cette personne a tout simplement été cette personne a été accusée d'être un espion, d'être avec les Prusses et de fil en aiguille, les gens commençaient à l'insulter, à le frapper et je ne veux pas vous donner tout le détail de l'histoire puisque je vous ai déjà dit que il va finir par être mangé et que c'est le titre, mais qui est passionnant et qui est un des livres les plus écœurants que j'ai pu lire de ma vie et qui en même temps c'est difficile en fait de pouvoir comprendre ce type de phénomène parce que c'est tellement affreux de se dire mais comment on en arrive là, mais pourquoi est-ce que tout d'un coup on finit par croire et à se mettre juste à manger quelqu'un parce que c'est un ennemi, parce que juste poussé par la foule et en même temps c'est un phénomène qui est reconnu, qui a été sans forcément manger, mais je veux dire il y a des phénomènes de foule qui ont mené à des conséquences absolument atroces à plusieurs reprises dans l'histoire et dans plusieurs endroits dans le monde, et de se dire que c'est quelque chose qui arrive vraiment, que c'est un phénomène psychologique qui existe, c'est terrifiant, c'est terrifiant. Bref, ce n'est pas l'histoire, mais d'ailleurs si vous voulez lire ce livre, franchement lisez-le, mais mangez pas avant, faut être bien accroché, mais c'est très court, heureusement, voilà. Mais c'est vrai que ça m'a un petit peu rappelé ça par rapport aux sorcières de Salem, de se dire c'est fou quand même les conséquences que ça peut avoir des personnes qui vont commencer à d'abord être empêtrées dans un mensonge, puis ensuite essayer de s'en sortir et de se dépêtrer de la situation en ne perdant pas la face et qui en fait ne va faire qu'envenimer encore les choses. Voilà, donc très très bon livre encore une fois.